Merci d'être avec nous ce soir sur ITV. Bienvenue dans le 1945, dans l'actualité de ce mardi 28 juillet. Cette déclaration de Macky Sall allait présenter ses condoléances à la famille endeuillée. Le chef de l'État a décidé de rebaptiser la maison de la presse maison Boubacar Touré. Ça sent le roussi au marché Sandaga, sommet de quitter les lieux ce 2 août. Les commerçants refusent à nouveau de se plier à la décision préfectorale. L'actualité, c'est aussi ces sanctions prévues contre les auteurs du saccage de la mairie de Keur-Massar. Le ministre des collectivités territoriales, Oumar Gueye, ne badine pas. Ces individus répondront de leurs actes. L'opposition malienne rejette le plan de sortie de crise de la CEDEAO. Elle continue de réclamer le départ du président actuel Ibrahim Boubacar Keïta. Les sports vont suivre et ce sera l'affaire de Fodé Gassama. Un bel hommage de Macky Sall à Babacar Touré. La maison de la presse va désormais porter le nom du défunt journaliste décédé dimanche dernier. Le chef de l'État a fait l'annonce depuis la maison mortuaire à Ngaparou. Le voici. Babacar est une personne qui a réussi à faire l'unanimité autour de lui. C'est pourquoi sa mort a plongé le Sénégal dans la tristesse. Hier, je prenais part au sommet des chefs d'État de la CEDEAO et j'en ai profité pour lui rendre un hommage mérité à ce pionnier de la presse privée au Sénégal. On s'est vu il y a même pas un mois, on s'était même donné rendez-vous, mais Dieu en a décidé ainsi. Et au vu de son parcours remarquable, j'ai décidé de baptiser la maison de la presse en son nom. Et ce sera officiel dès demain en Conseil des ministres, car Babacar le mérite amplement. Bamba Kassé salue cette décision et maintenant le secrétaire général du SYNPICS estime que la maison de la presse doit impérativement revenir aux journalistes. Migui Maramdiaye l'a joint pour ITV. Il s'agit là pour nous d'un hommage de la part de la nation sénégalaise à l'endroit de Feu Babacar Touré. Je crois que lui donner le nom de la maison de la presse, c'est faire en sorte que son nom reste à jamais gravé dans l'histoire de la presse sénégalaise, en ce sens qu'on s'en souviendra à chaque fois qu'on évoquera la maison de la presse. Donc de ce point de vue-là, en tout cas c'est une annonce que nous saluons. Maintenant, je pense que les préoccupations réelles des acteurs, préoccupations qui sont d'ailleurs les mêmes que partageait Babacar Touré avec nous tous, restent entiers. Au-delà de lui donner le nom, je pense que l'hommage ne serait réellement ressenti que si en plus de cela, l'État fait en sorte que la maison réponde à son nom, c'est-à-dire une entité qui est au service de la presse. Et ça, je pense que c'est un point de vue que nous partageons avec tous les autres membres de la CAP, la coordination des associations de presse du Sénégal. Et le scénario se reproduit dans un communiqué. Le préfet de Dakar a donné un nouvel ultimatum aux commerçants du marché Sandaga. Ils sont sommés de quitter les lieux au plus tard ce 2 août. Et encore une fois, ces commerçants refusent catégoriquement de partir. Aïssatou Diak les a rencontrés. Le report de la démolition de Sandaga était né d'un compromis entre commerçants et autorités. Aujourd'hui, à quelques jours de l'ultimatum, le discours change. Comme l'a dit mon frère, la sécurité des marchandises, c'est l'État qui le garantit. Nous allons laisser les marchandises ici. Si l'État décide de détruire les marchandises de rases de cantine, c'est de leur responsabilité. L'essentiel, ce que nous demandons, c'est des modalités de faisabilité. Il ajoute que l'État n'a pas respecté ses engagements. Nous pensons que les engagements pris par l'autorité pour discuter avec nous des préalables et des modalités de déplacement devaient continuer. Que nous devons avoir les garanties claires que tous les engagements pris par l'autorité étatique doivent être respectés. Et que nous vous demandons à l'autorité de respecter l'association ATS. Ce jeune commerçant confie qu'il préfère perdre tous ses biens que de déménager. Moi, personnellement, je ne suis pas prêt à quitter mon magasin. Je laisserai ici tous mes bagages. Ils peuvent tout démolir
Nous ne sommes pas des animaux, ils doivent nous respecter. Ces commerçants, très en colère, ne comptent pas déménager et demandent la protection de l'État. Reparlons des heurts qui ont éclaté ce week-end à la mairie de Keur Massar. Autour du ministre des collectivités territoriales de condamner ces actes de vandalisme inouïs. Au micro de Mamadou Lamine Fati, Oumar Gueye promet des sanctions. Ce qui s'est passé ici à Keur Massar est inacceptable parce qu'il y a eu une agression d'un symbole de l'État, incendie, destruction de matériel, vol de matériel, et beaucoup d'autres choses inqualifiables que nous avons pu observer. Ceux qui ont commis ce forfait seront naturellement poursuivis. Déjà, un certain nombre a été identifié. Ils vont être poursuivis et la justice va s'appliquer avec toute sa rigueur. On ne peut pas tolérer ce genre de comportement. Quels qu'en soient les motifs, on ne peut pas s'attaquer impunément à des édifices publics. C'est un problème de malfrats, c'est un problème de comportement irresponsable. La commune aurait 5, 6 ou 7 brigades, mais si des vandales viennent et saccagent en un temps éclair avec des actions préméditées, ce n'est pas ce problème. Je pense qu'il faut poser véritablement les problèmes. Le problème, c'est de se retourner vers ces gens qui ont fait ça, avec toute la solidarité de la nation. Toute la commune doit être mobilisée. Tout le département, toute la région, tout le pays, pour, comme un seul homme, condamner ces actions. Ces incidents malheureux à la mairie de Keur Massar remettent au goût du jour la problématique de la dématérialisation de l'état civil. Protéger les données dans les collectivités territoriales est plus que nécessaire, nous dit Mamadou Lamine Fati. L'état civil, un élément important pour la reconnaissance de l'individu. De la naissance à la mort, tout est archivé. Parfois, le mécontentement de certaines populations les pousse à saccager des archives de l'état civil. C'est le cas des marchands ambulants de Keur Massar. Aujourd'hui, certains agents municipaux posent la problématique de la dématérialisation de l'état civil. C'est un travail manuel, mais nous aurions préféré que ce soit informatisé. Parce que non seulement ça nous arrange, nous les agents, mais aussi ça arrange ceux qui viennent demander des papiers. Sur le plan de la rapidité, sur le temps, etc. quoi. Si tu as à faire des recherches, vraiment, une recherche manuelle n'est jamais rapide. Ouais. Et pendant ce temps, il y a d'autres choses que tu dois faire en même temps. C'est pas bon, surtout, c'est une lenteur administrative, quoi. Parce qu'un papier que tu peux avoir à la minute, si on te demande de venir demain ou après-demain, vraiment, ça pose problème, quoi. L'idéal, c'est d'informatiser au niveau national même. Informatiser l'état civil, c'est aussi lutter contre les fraudes sur les jugements des actes de naissance, de mariage ou de décès, selon le chef de service de l'état civil de Ndiarème Limamoulaye. Ça permet d'éviter les fraudeurs, les agents véreux qui viennent ici avec des papiers fictifs. Parce que ce ne sont pas des agents vrais, les vrais agents, ce sont des agents véreux. Ça nous permet quand même, si tu as informatisé, tu peux t'en sortir. La sécurisation de l'état civil est plus que d'actualité. Et la meilleure formule au-delà des registres est la dématérialisation, tout simplement l'informatisation du système. Mamadou Lamine Fati, l'utilité de l'état civil. Les femmes de Mbacké s'engagent dans la vulgarisation. Elles ont d'ailleurs subi une formation initiée par la Croix-Rouge internationale Gorandaklo Tchernofaï. Mbacké accueille un projet de contribution à la vulgarisation et à la protection des droits des femmes, un projet piloté par la Croix-Rouge sénégalaise en collaboration avec la Croix-Rouge espagnole. Cet atelier de formation vise à renforcer la capacité des femmes sur le foncier, mais également résoudre les problèmes liés à l'état civil. En choisissant donc d'entretenir les bénéficiaires sur 3 modules, aussi actuels et pertinents que la gouvernance et la participation politique des femmes, femmes et fonciers, et la problématique de l'état civil. L'équipe du projet, donc pour les droits des femmes, vise à améliorer leur participation effective dans la gouvernance à différents niveaux et au développement
de notre pays. À cet effet, la directrice du CEDAF de Mbacké apporte des précisions et annonce que les 16 communes du département sont représentées. jigéen ñi tànn fii ci jigéen ñi nga xam ni ay femmes leaders lañu bokk ñoom la te boo dem ba ci biir dina ci xam dara ndax association. Nous avons choisi des femmes leaders. Les associations féminines sont représentées, mais aussi toutes les 16 communes sont ici. Chaque commune a son représentant. Le conseil départemental supervise le déroulement de cet atelier. Association waa FAPS ñi ngi fi ESCOFI ñi ngi fi comité consultatif de la femme ñi ngi fi kon nag conseil départemental mi ngi fi ñi ci des communes yi ñoo leen envoyé. L'autonomisation des femmes, priorité majeure de la Croix-Rouge, qui entend d'ailleurs accompagner la junte féminine du Baol. lépp loo xam ne jëlee nañ ko fi yaakaar naa dana mën a law ci département bi ndax bu fekkoon ñu mënoon a woo ñëpp dañ leen di woo. Je pense que après la formation, les femmes seront plus utiles. Elles vont être nos représentantes dans tout le département et nous avons l'engagement et l'obligation d'accompagner, mais aussi d'assister les femmes pour qu'à la fin du projet, elles pourront être autonomes sur tous les plans. ci loolu nag Croix-Rouge mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. Après Thiès et Louga, des femmes du département de Mbacké ont à leur tour bénéficié du projet de renforcement de la capacité pour leur propre autonomisation. Parlons toujours de formation, mais dans un autre domaine. 120 jeunes originaires de Matam et Saint-Louis ont été formés en entrepreneuriat. Ils sont maintenant prêts à embrasser le milieu de la petite entreprise et pour mieux mettre à profit leur savoir-faire, ces jeunes vont bénéficier d'un appui financier de 3 bailleurs. Les explications de Momar Alissian et Aletcham. L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, en partenariat avec la coopération espagnole et l'Organisation internationale des migrants, vient de remettre à 120 jeunes entrepreneurs leur attestation de fin de formation. Ces jeunes sont issus des régions de Matam et Saint-Louis et ils vont devoir mettre en place 20 petites entreprises. Sur les 200 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, la capacité d'absorption du secteur privé et du secteur public est de 30 000 ou 35 000 personnes jeunes sur le marché de l'emploi. Donc, il y a toute une partie de ces jeunes-là qui ne trouvent pas de l'emploi. C'est pour ça, d'ailleurs, que le président de la République, depuis l'année dernière, a déclaré l'auto-entrepreneuriat comme une solution pour les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes. Et avec nos partenaires, nous nous évertuons à prendre en charge cette situation en formant les jeunes, en les orientant et en les aidant à accéder à des financements pour pouvoir prendre en charge leurs problèmes par la création d'emplois, par la création de richesses pour le pays. L'ADPEJ et ses partenaires vont inaugurer dans les prochains jours à Matam une salle de formation réalisée dans le cadre du projet qui vise à développer l'auto-emploi au Sénégal. Momar Alissian, notre correspondant dans le nord du Sénégal. Les fonds force Covid-19 profitent aux écoles privées. Impactées par la crise sanitaire et économique, 1454 établissements privés se sont partagés 1 milliard de francs CFA. Faisant le point, le ministre de l'Éducation nationale Mamadou Talla en a profité pour annoncer la révision prochaine des textes qui régissent l'enseignement privé sénégalais. Ces propos sont recueillis par Babacar Seck. Sur toute l'intégrité du territoire, à travers les 16 académies, 1454 établissements bénéficiaires ont été sélectionnés sur les 1571 demandes formulées. La présence de toutes les entités et obédiences, le privé, laïque, franco-arabe, catholique, à cette cérémonie témoigne à plus d'un titre de l'intérêt que revêt sous ce secteur et le rôle contributif qu'il joue aux côtés de l'État dans sa politique régalienne de diversification de l'offre éducative. C'est conscient de cet apport que l'État du Sénégal octroie une subvention annuelle d'1,290 milliard aux établissements privés reconnus, ce qui est effectif depuis le mois de juin. Mesdames, Messieurs, malgré tous ces efforts consentis,
Des chantiers non moins importants sont attendus et figurent en bonne place dans l'agenda des priorités de l'état de l'enseignement privé. Je voudrais en citer sommairement deux. Premièrement, la réécriture des textes qui régissent le fonctionnement de l'enseignement privé en vue de l'adapter aux réalités du contexte. Deuxième priorité, la validation des prototypes de statut et de règlement intérieur des conseils, des acteurs et partenaires de l'enseignement privé. Globalement, le ministère de l'Éducation nationale est résolument engagé à renforcer cette collaboration et à intégrer davantage les réalités de l'enseignement privé dans ses stratégies. Et si vous avez l'impression que la lutte contre le coronavirus est en stand-by, la mairie de Dakar tente de prouver le contraire. Elle poursuit sa campagne de sensibilisation sur la pandémie lancée le 23 juin dernier. La caravane municipale a investi les rues de Dakar Plateau, des masques et produits de santé mis à la disposition de la population. Adam Assar et Souleymane Meng, compte rendu. À quelques jours de la célébration de la fête de Tabaski, les autorités municipales de la ville de Dakar prennent leurs dispositions. Dans ce contexte de pandémie, des masques, du gel hydroalcoolique et des produits phytosanitaires sont distribués aux populations pour lutter contre la propagation de la COVID-19. On a un sentiment de relâchement des populations. C'est ainsi les 72 heures qui précèdent tout juste la Tabaski. Il y a beaucoup de mouvements au niveau des marchés, au niveau des gares routières et au niveau des forails. La ville de Dakar compte investir ces endroits, sensibiliser les gens, les inciter à porter des masques et à respecter les mesures barrières, c'est-à-dire lavage régulier des mains. C'est un programme de 1 million de masques. Une initiative diversement appréciée par les populations. Moi, je dis que vraiment c'est une très bonne chose de la part des autorités. Mais en fait, cette distribution est venue un peu tardivement, parce qu'en fait, depuis le début de la pandémie, donc il fallait prendre les précautions qu'il fallait, c'est-à-dire anticiper, en essayant par exemple non seulement sensibiliser, mais aussi donner des masques. Ensuite, comme on dit, accompagner les gens. Donc aujourd'hui, il le fait. Aujourd'hui, les autorités le font, c'est très bien, mais je me dis que ça devait se faire au moins en amont. Bon, c'est une très bonne appréciation que j'en fais. Parce que déjà, si vous voyez que la capitale de Dakar a été confinée pendant 3 mois et que cette population sénégalaise, la plupart vont passer le Tabaski en famille. Donc, ce serait très nécessaire de sensibiliser les gens en partant chez eux, de se munir de ces barrières contre le Covid-19. Cependant, les autorités municipales de la commune de Dakar sont inquiètes. Selon elles, les recommandations des autorités ne sont pas respectées, notamment le port du masque. Nous, on a raison de nous inquiéter et de sortir, parce qu'on a vu que les gens ne portent pas de masque. Il y a un relâchement total. Et là, nous demandons les autorités de l'État de prendre leurs responsabilités. Parce qu'il y a un arrêté qui impose le port de masque. Donc l'État doit prendre ses responsabilités. Que les gens qui ne portent pas de masque soient sanctionnés. La mairie de Dakar compte distribuer 1 million de masques aux populations de Dakar. Pendant ce temps, à Damassar, l'on note une tendance baissière des nouvelles contaminations cette semaine. 41 ce mardi, mais le nombre de décès commence sérieusement à inquiéter. Il y en a eu 4 aujourd'hui, selon Dr Mamadou Ndiaye de la prévention. Sur 824 tests réalisés, 41 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,98%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 33 cas contacts suivis par nos services et 8 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les quartiers ou localités suivants. Sicap Amitié 1 cas, Bignona 1, Diamniadio 1, Matam 1, Mbao 1, Richard Toll 1, Saint-Louis 1 et Ziguinchor 1. 114 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.
50 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 décès ont été enregistrés ce lundi 27 juillet 2020. L'état des autres patients est resté stable. Les villes africaines de plus en plus touchées par la pandémie. Qu'est-ce qu'il explique? Quelles solutions? Autant de questions agitées par l'OMS notamment, mais à un niveau plus régional, l'on déplore un manque d'anticipation, de perspective. C'est Dr Chergueïd Anda Tchermand qui parle, on l'écoute. L'épidémie est fondamentalement une épidémie urbaine et touche principalement les capitales. C'est un indicateur très important de la mauvaise gestion de ces villes à long terme. Et donc, les réponses que nous appelons, c'est une démarche plus prospective, qu'on regarde l'évolution de ces villes sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans, et qu'on mette en place des stratégies pour éviter que dans leur croissance, ces villes reproduisent ces mêmes contraintes. La pollution, qui certainement tue encore plus que le Covid. Donc, c'est cette démarche-là que nous souhaitons promouvoir pour une meilleure gestion de nos villes. Et Dakar est un exemple très, très intéressant parce que c'est une presqu'île qui n'a pas beaucoup de possibilités d'extension dans toutes les directions. Et ça augmente donc cette congestion urbaine et ça génère le besoin de planification. Pas seulement sur le papier, mais de planification appliquée avec l'autorité de l'État. C'est une tendance que nous observons, qui commence et nous souhaitons qu'elle se consolide. Et pour améliorer le cadre de vie dans les villes africaines, le consultant en urbanisme Omar Ba recommande de meilleures études prospectives sur la gestion à long terme. Regardez. Donc ça nous permet, nous, praticiens, au niveau du ministère, ou en tout cas au niveau des structures de l'État, de nous inspirer des enseignements de ces études pour voir comment faire au mieux notre travail ou les missions qui nous sont confiées. Notamment, en tout cas pour ce qui me concerne, la gestion du cadre de vie. Déjà réfléchir ce qu'on a fait dans ce premier temps, ensuite agir au quotidien, mais agir de manière structurée et de manière réfléchie. Effectivement, il y a des petites victoires, ce qu'on appelle nous en interne des quick wins, ce qu'on a fait par exemple dans les opérations de désencombrement ou l'aménagement des ronds-points, ce que nous faisons. Mais aussi effectivement, je tiens à préciser que s'agissant des questions de Covid, il est plus question de santé publique que d'hygiène publique, quoique la frontière est relativement ténue. Donc effectivement, adresser des réponses, donc là pour le court terme, maintenant en fonction du retour d'expérience et en fonction des études prospectives, voir comment on peut anticiper. Donc il y a Dakar, mais aussi ça s'entend au-delà de Dakar, donc le triptyque Dakar-Thiès-Mbour, et au-delà, par même des politiques d'aménagement du territoire de manière beaucoup plus large. Cher Hassan Affal, ce soir pour le round-up des actualités internationales, il nous parle d'abord de la crise politique qui mine le Mali depuis plusieurs semaines. Comme annoncé en titre, l'opposition rejette la proposition ou le plan de sortie de crise proposé par la CEDEAO. Elle continue de réclamer le départ de Ibrahim Boubacar Keïta. La coalition d'opposants au Mali, le M5-RFP, a rejeté aujourd'hui le plan de sortie de crise adopté la veille par les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, estimant qu'il ne correspondait aucunement aux attentes des Maliens, exprime-t-il dans un communiqué signé de l'un de ses dirigeants. Le Rassemblement des forces patriotiques a aussi réitéré son exigence d'une démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Pour rappel, les 15 présidents de la CEDEAO réunis lundi par visioconférence ont appelé les Maliens à l'union sacrée pour régler la crise dont ils craignent qu'elle entraîne le Mali dans le chaos alors que le pays demeure l'épicentre de la menace djihadiste au Sahel. Le plan de sortie de crise au Mali présenté lundi par visioconférence prévoit notamment le maintien au pouvoir du président Ibeka et prône la constitution rapide d'un gouvernement d'union nationale et des élections législatives partielles. Un plan en 4 points qui doit être mis en exécution sous 10 jours.
Coronavirus en Afrique, malgré des rémunérations pas trop conséquentes, l'insuffisance et l'obsolescence des équipements, les équipes médicales africaines font feu de tout bois pour combattre le nouveau coronavirus, si bien qu'à la date du 28 juillet, le continent compte 506 825 patients guéris de la Covid-19, soit un taux de guérison de 58,89% et un taux de létalité de 2,11%. Toutefois, l'Organisation mondiale de la santé et l'OMS se dit toujours préoccupée par l'accélération de l'évolution de la pandémie sur le continent qui avait jusqu'à présent été relativement épargné. Pèlerinage à la Mecque, l'Arabie Saoudite étale son dispositif sanitaire pour faire face à la Covid-19. Prise de température, mise en quarantaine, les pèlerins qui se rendent à la Mecque sont contrôlés de près cette année en raison de la pandémie. Ils ne sont que 10 000 à être autorisés à rejoindre le lieu saint à partir de mercredi contre 2,5 millions en 2019. Pour l'occasion, la grande mosquée est désinfectée dans les moindres coins et recoins et les pèlerins doivent se tenir à distance les uns des autres. Un coup dur pour l'Arabie Saoudite où le tourisme religieux génère chaque année plus de 10 milliards d'euros. Merci beaucoup, cher Hassan Fall. Allons maintenant retrouver Fodé Gassama qui signe la page des sports de ce soir. Covid-19. À l'inverse de la Ligue 1 française, le championnat belge débutera à huis clos. Le championnat de Belgique 2020-2021 va commencer par une période de huis clos généralisée. La Pro League l'a annoncé ce mardi, invitant tous les supporters du pays à rester chez eux, en évitant les rassemblements. Le Real Madrid a annoncé ce mardi que son attaquant dominicain Mariano Diaz, 26 ans, a été testé positif au coronavirus. Le club merengue ajoute que l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais est asymptomatique. Saint-Etienne, retour de Ruffier à l'entraînement après un acte d'insubordination. Le club français a publié un communiqué dans lequel il expose sa sanction envers Stéphane Ruffier. Le gardien de 33 ans ne sera pas licencié après sa mise à pied. Il pourra reprendre l'entraînement dès ce mercredi. Et c'est sur cette note de sport que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Et dans quelques instants, Khalifa Diakhaté pour la suite de la totale, le bloc d'information. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h45 pour un autre journal. Bonsoir.